Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui dans quelques minutes sera pacte de gouvernance intercommunale, quelques mois pour agir, mais tout de suite, 15 brèves pour 15 jours. 1. Les sénatoriales, élection des délégués le 10 juillet, élection des sénateurs le 27 septembre. 2. Il y a eu des allers-retours compliqués sur la notion de zone humide, ô combien importante pour la biodiversité, l'aménagement, l'urbanisme. La définition de la loi de juillet 2019 a été confortée, validée par le Conseil d'État, mais avec confirmation de ce que du coup ça ne s'appliquera que pour les dossiers postérieurs à cette loi. Un amendement sénatorial dans le projet de loi LASAP d'ailleurs allait dans ce sens. Toujours une question de temporalité. Est-ce que je peux lancer un marché public, une délégation de service public par exemple, alors que je n'ai pas encore la compétence correspondante, en termes de compétence communale ou intercommunale, mais parce que je l'aurai au moment de l'attribution? Réponse, oui. Ce qui n'est pas si surprenant que ça quand on prend d'autres éléments du droit administratif. En revanche, le Conseil d'État ajoute à cela qu'on peut même reprendre une procédure de passation lancée par autrui au fil de ces transferts de compétences, ce qui là pour le coup n'allait vraiment pas de soi. 4. Grande nouvelle, on va enfin avoir, décret du 29 juin, accès libre, gratuit, public à toutes les décisions de justice, même les simples jugements et les simples ordonnances. Et dans un délai de 6 mois pour le judiciaire, 2 mois pour l'administratif. C'est une très bonne nouvelle. Sauf que nos plaisirs et enthousiasmes ont été légèrement douchés par une circulaire de la chancellerie du même jour, disant que tout ceci est très progressif et que d'ailleurs, par exemple, les arrêts de cour d'appel, on les aura qu'en 2022. Alors, la première instance, je vous raconte même pas. Ça devrait aller un peu plus vite en administratif. Jugement, justement, du tribunal administratif de Poitiers, difficile à trouver, qui nous dit que, en cas de dissolution d'un EPCI, la ventilation des biens droits obligations doit bien se faire entre toutes les communes et non pas entre les communautés qui reprennent ces communes et les compétences correspondantes. Le Conseil d'État, de son côté, a fait un tri assez fin sur les cas où une caméra thermique à l'entrée d'un bâtiment administratif ou d'une école sera légale et ceux où ils ne le seront pas. Pendant ce temps-là, la CNIL, elle, a fait des recommandations pour ces fameuses caméras thermiques, mais aussi les caméras dites intelligentes, à la chinoise, ce qui est évidemment un enjeu de liberté publique, mais aussi de sécurité, tout à fait majeur. Est-ce qu'un port de plaisance est automatiquement transféré à l'intercommunalité via la compétence zone d'activité économique, zone d'activité portuaire? Non, nous avait dit le Conseil d'État en 2017. Ensuite, il y a eu une historique un peu compliquée sur ce dossier. Non, nous confirme le tribunal administratif de Nice. La compétence zone d'activité portuaire ne s'étend pas de plein droit à tous les ports de plaisance. En matière d'ordonnance de l'article 38 de la Constitution, le Conseil constitutionnel avait dit passé le délai d'habilitation, l'ordonnance a automatiquement valeur législative et le pouvoir réglementaire ne peut plus modifier cette ordonnance. Oui, mais enfin, moi, juge administratif, je peux continuer à connaître de ces ordonnances, vient de nous dire le Conseil d'État. Conseil d'État qui, en matière d'urbanisme, nous a dit par ailleurs qu'un recours dirigé contre le permis modificatif suspend la période de validité du permis initial. En matière d'eau et d'assainissement, toute une série de normes sont à intégrer. Modification sur la nomenclature IOTA en matière d'assainissement, le contenu de déclaration en matière d'assainissement et les dossiers de demande d'autorisation pour l'assainissement autonome ou collectif sont assez largement modifiés et un arrêté du 25 juin par ailleurs modifie tout ce qui est règles d'utilisation de produits ferreux en contact avec l'eau potable, en clair la fin de l'oroferrugineuse. En matière de fonction publique, en fait, beaucoup de décisions. N'en gardons que 2. 1. Modification du décret sur tout ce qui est régime RIFSEP. Et 2. Une décision intéressante du Conseil d'État pour définir ce qu'est la notion d'inaptitude professionnelle. 12. Les fourrières ont vu leur régime modifié par une ordonnance, notamment pour la question des véhicules abandonnés. 13. Un arrêt a libéré le passage au long des sentiers douaniers sur le littoral des servitudes de passage. 2 décisions importantes en matière de finances. L'une qui impose au juge, qui va regarder, c'est la jurisprudence au champ, si une tome excédentaire est illégale ou pas, devra, sinon il vicie sa procédure, aller assez loin dans son pouvoir d'injonction vis-à-vis de l'administration pour pousser l'administration dans ses retranchements, la collectivité dans ses retranchements, pour qu'elle démontre que son excédent est légal ou sinon ne le sera pas. D'autres décisions très intéressantes lorsque j'ai des illégalités, des irrégularités dans des levées d'impôts.
Puis cet impôt est supprimé, transformé en dotation. Quel est le régime par lequel la collectivité peut demander à l'État réparation? Cet arrêt du 1er juillet portait sur la taxe professionnelle, mais enfin vous voyez bien son application au fil des mois et années à venir avec la suppression de la taxe d'habitation. Et puis dernière chose, tout le monde est en train de procéder à l'installation de ces élus dans les communes, les intercommunalités. 2 petits rappels. 1, la déclaration de cette situation patrimoniale. Et 2, attention, les règles des lois du 15 septembre 2017 sur les constitutions des cabinets des nouveaux élus sont un peu plus complexes que souvent on ne le croit. Petit tableau ici. Mais passons tout de suite, maintenant, au grand dossier sur le pacte de gouvernance intercommunale, quelques mois pour agir. C'est une notion de la loi du 27 décembre 2019, engagement et proximité. On n'est pas obligé de faire un pacte de gouvernance, mais on est obligé de s'interroger sur le point de savoir si on va en faire un ou pas à différents moments de la vie intercommunale, dont le début d'un nouveau mandat, avec un calendrier de 9 mois qui peut sembler souple, mais quand on regarde bien les détails du calendrier, c'est plus serré qu'il n'y paraît. Le contenu de ce qui peut être dans un pacte de gouvernance est assez normé. On a les conditions dans lesquelles on va statuer sur un projet qui ne concerne qu'une seule commune, la conférence des maires avec des règles plus compliquées qu'il n'y paraît là-dessus, les cas où on va donner à gérer à l'intercommunalité des équipements ou des services aux communes. Alors c'est les articles 52.14.16.1, 52.16.7.1, 52.15.27, d'accord. Mais est-ce que du coup j'ai le droit de continuer à faire ces conventions si je n'ai pas de pacte de gouvernance? Hop, hop, hop. Petit débat juridique là-dessus. Les cas de commissions spécialisées associant les maires, les conférences territoriales des maires, les conditions dans lesquelles un président d'interco peut donner des délégations directement au maire pour certaines choses, les orientations en matière de mutualisation, quelques débats juridiques d'ailleurs là-dessus aussi, et puis les objectifs en matière d'égalité femmes-hommes pour ce qui est des élus. Quelques éléments d'ailleurs sont à rappeler sur le fait que la conférence des maires est obligatoire, sauf si tous les maires sont présents au bureau. Sur ça, 2 questions à un élu et un DGS. Monsieur Pankouk et Monsieur Ramis, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et tous. Première question, Monsieur le Président, comment allez-vous procéder pour parvenir à un consensus en matière de pacte de gouvernance? J'ai le sentiment que la priorité, c'est de favoriser les échanges. Il faut donc donner la possibilité à l'ensemble des élus de pouvoir échanger sur les modalités. Le deuxième élément, c'est la recherche d'équilibre sur l'ensemble du territoire, ce qui permet à chaque commune aussi de s'y retrouver dans des modalités de fonctionnement, mais aussi de représentation. Et enfin, d'association de l'ensemble des élus, nouvellement élus, mais aussi ceux qui représentaient le bureau communautaire du précédent mandat. Et vous, monsieur le DGS? Tout d'abord, à Vichy Communauté, nous avons une tradition du consensus et du travail complètement participatif avec l'ensemble de nos communes, et le credo c'est de ne jamais braquer ou de ne jamais prendre de décision contre une commune. En outre, c'est par de la pédagogie active, par des séquences de formation depuis ces quelques dernières semaines, mais aussi par la démultiplication des lieux et des moments de rencontre avec les nouveaux élus que nous souhaitons créer les conditions de la confiance, et c'est ainsi que nous irons, de notre point de vue en tout cas, vers le consensus en matière de pacte de gouvernance. Merci, passons à la seconde question. Quel conseil donneriez-vous aux autres territoires en matière de gouvernance territoriale? On reste avec vous, monsieur le DGS. Je me permettrai des conseils à double titre. D'abord, une dimension plus relationnelle, assez basique mais essentielle. 2 points sur ce premier sujet, le respect et l'écoute. L'écoute de tous les sujets des communes, des plus petits aux plus importants. Et le deuxième point, c'est plutôt une dimension matérielle, ou en tout cas une dimension plus physique. Là encore, la démultiplication des rendez-vous, des réunions, des moments d'échange, mais aussi le fait que dans les instances, les grandes communes pèsent, ou en tout cas ne pèsent pas plus que les petites communes, notamment au bureau communautaire. Passons maintenant à vous, monsieur le Président. Quels conseils pour les autres territoires? Les conseils que je pourrais donner, en tous les cas ceux que nous appliquons sur notre territoire de Cœur de Tarentaise, c'est d'abord d'avoir un bureau qui est formé autour d'élus délégués en fonction des compétences de la communauté de communes. Ensuite, c'est d'associer un conseil des maires de manière étroite aux travaux du bureau, ce qui permet à l'exécutif de chaque commune, par la voix de son maire, d'être représenté et d'être associé aux travaux de la communauté de communes. Le troisième élément, c'est de définir un planning de travaux, de rencontres, de bureaux, de conseils communautaires qui soit suffisamment resserré et fixé bien à l'avance, ce qui permet une meilleure fluidité des décisions. Et enfin,
C'est une communication élargie auprès de l'ensemble des élus communautaires et des différentes communes qui composent la communauté. C'est vraiment très intéressant. Merci à tous les deux, à bientôt. Merci, au revoir Merci maître. à toutes et tous et au revoir. Et merci à vous. À suivre donc, pensez à vous abonner. À dans 15 jours. Au revoir.